Merci. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Sansu, Monsieur Mariton et Monsieur Bertrand également, s'il le souhaite après. Monsieur Sansu a la parole. Monsieur le Président. Je ne savais pas que Monsieur Bertrand participait au groupe socialiste et qu'il savait qu'il y avait des recadrages au sein du groupe socialiste. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. En tout cas, je n'y ai pas participé. Bien que je n'y ai pas participé, je peux vous assurer, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, de mon total soutien sur cet amendement que je trouve intelligent et bénéfique et aux ménages et au secteur du bâtiment. Donc je le voterai. Ça ne préjuge pas de mon vote final, bien entendu, et du vote final du groupe GDR. Vous l'aurez bien compris. Merci. Monsieur Mariton a la parole. Oui, c'est un amendement intéressant, très intéressant. Quant à dire qu'il est important, il faut un peu mesurer les choses. Si je comprends bien, bien que le chiffre n'ait pas été précisé jusqu'à présent, on est sur un amendement dont l'impact est de l'ordre de 500 millions d'euros. Pour fixer les ordres de grandeur, je pense que c'est le chiffre, Monsieur le Rapporteur général, pour chiffrer les ordres de grandeur, 500 millions d'euros, cela finance l'isolation et la rénovation thermique de 25 000 logements. Je rappelle qu'en Suède, ce sont plus de 100 000 logements qui bénéficient chaque année d'investissements majeurs en termes d'efficacité thermique. Que les objectifs, si l'on veut vraiment avoir un impact sur les consommations d'énergie et sur la politique énergétique en France, doivent sûrement être d'une toute autre ampleur. Donc un amendement intéressant, oui, on peut même dire très intéressant, et nous le voterons. Un amendement important, excusez-moi, mais pour le coup, la consolation apportée aux Verts dans la majorité, c'est un plat de lentilles. On est là sur une dose extrêmement modeste de rénovation énergétique, dans un besoin et une ambition qui devraient être d'une toute autre ampleur. Ensuite, la solution ne doit pas être uniquement dans la dépense publique ou dans la mise en œuvre d'une niche fiscale. Mais c'est simplement une manière de vous faire mesurer l'effort qui est fait par cet amendement, utile, bienvenu, intéressant, et l'enjeu d'une réelle politique de rénovation thermique qui, raisonnablement dans notre pays, ne peut pas s'exprimer à 25 000 logements. Peut-être que quand la Suède fait plus de 100 000 logements par an, on pourrait avoir une ambition en France qui soit d'une toute autre dimension. Cette mesure n'est pas la seule à y contribuer. Je veux simplement dire que l'amendement est intéressant, mais que pour le coup, la réconciliation des socialistes et des Verts se fait sur une mesure qui est très en deçà de ce que peuvent être les objectifs raisonnables de rénovation thermique. On est vraiment sur un accord utile, mais, chers collègues, vous ne vous êtes pas vendus très cher. Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur Mariton, vous venez de tenir un raisonnement totalement absurde. Vous raisonnez comme si nous allions financer avec le taux réduit de TVA 100% des travaux qu'effectueront chaque Français dans leur logement. Nous sommes socialistes, mais pas favorables à l'économie administrée. Je voulais vraiment vous le confirmer. Nous n'allons pas financer 100% des travaux qu'effectueront les Français dans leur logement à travers ce taux réduit de TVA, qui est un élément de contribution à des travaux qui seront beaucoup plus importants en volume. Et avec 500 millions de travaux à travers le taux réduit de TVA, par effet de levier, on appelle à peu près 10 milliards de travaux, ce qui permet de faire beaucoup plus de 100 000 logements. Donc vraiment, le raisonnement que vous tenez est un raisonnement qui repose sur l'idée que nous prenons en compte avec ce taux réduit de TVA 100% des travaux effectués dans les logements, ce qui vous conduit à minorer l'importance de la mesure et à faire un calcul sur le nombre de logements concernés qui est totalement erroné. Donc, franchement, Monsieur Mariton, votre raisonnement est le raisonnement le plus absurde qui ait été tenu dans cet hémicycle depuis le début de nos discussions. Merci. Monsieur Thévenoud a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas qu'on s'attaque au plat de lentilles, aux lentilles en général et aux lentilles vertes en particulier, Monsieur Mariton. Moi, je veux insister, à l'instar de ce qu'a fait Dominique Lefebvre, sur
la cohérence de la majorité et du gouvernement en matière de politique du logement. La politique du logement, pour nous, pour moi, repose sur deux pieds. À la fois le soutien au logement social, au logement public, c'est ce que nous faisons avec un taux de TVA réduit pour le monde HLM, et puis un soutien aussi au logement privé, et notamment à la réhabilitation, à la rénovation des logements privés. On sait que dans les centres-villes de nos territoires, c'est une question qui se pose de manière cruciale aujourd'hui. Donc moi, je veux insister sur ces deux pieds et sur la cohérence d'ensemble de la politique du logement. On pourrait ajouter évidemment également le taux de TVA réduit sur la construction de logements intermédiaires ou les dispositifs qu'a annoncé le président de la République au printemps sur le crédit d'impôt développement durable. Et puis, ça va bien au-delà, Monsieur Mariton, de la réconciliation entre les Verts et le groupe socialiste. D'ailleurs, vous allez le voter. Donc, vous voyez, c'est une bonne mesure qui rassemble. Et il en faut dans la période actuelle. Surtout quand il s'agit d'une mesure qui défend, je dirais, l'activité dans nos territoires. C'est aussi une demande d'un certain nombre d'entreprises, de petites entreprises artisanales du bâtiment dans nos départements qui ont besoin de ce coup de pouce en ce moment. Parce qu'elles ne vont pas bénéficier du CICE, on le sait. Donc, donnons-leur aussi la capacité de faire, non pas jaillir, mais encourager la petite flamme de la reprise que nous connaissons actuellement. Et c'est une bonne mesure, et c'est la raison pour laquelle elle va finalement dépasser très largement les clivages politiques. Nous allons nous rassembler autour de cette mesure favorable au pouvoir d'achat des ménages, favorable à une consommation énergétique moins importante dans notre pays, donc bonne aussi pour la planète et aussi bonne pour la croissance et l'emploi dans notre pays. Monsieur Mariton, vous avez la parole. Monsieur le ministre, j'ai souhaité fixer des ordres de grandeur. Monsieur le ministre, quand vous êtes mis en difficulté, vous qualifiez volontiers votre interlocuteur de manière un peu raide. Monsieur le ministre, cet effort fiscal de 500 millions d'euros, vous nous dites qu'il va engendrer 10 milliards de travaux. Je souhaiterais que vous fassiez le tour auprès de vos connaissances de personnes qui n'auraient pas spontanément décidé d'engager des travaux de rénovation thermique pour me donner la liste de ceux qui vont assumer un levier de 1 à 20. Imaginez que l'effort de 500 millions va déclencher de la part de particuliers qui engagent ces travaux trop lentement et trop difficilement, que cela va déclencher 10 milliards de travaux, c'est tout simplement impossible. Donc je ne sais pas si mon raisonnement était inattaquable. Je pense en tout cas que l'effet de levier que vous envisagez est faux. Merci, Monsieur le rapporteur général, puis Monsieur Goy. Écoutez, l'arithmétique, elle est ce qu'elle est. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas faire dire aux chiffres n'importe quoi, contrairement à ce que la légende veut bien essayer d'accréditer. Et donc le raisonnement du ministre est parfaitement juste. Mais à partir du moment où des travaux qui étaient à 7, à partir du moment où les travaux étaient à 7 et ils passent à 5, alors qu'ils auraient dû passer à 10, c'est-à-dire qu'on fait un effort de 5 points. Donc un effort de 5 points, pour arriver à 100, il faut multiplier par 20. Et le ministre, je ne connais pas d'ailleurs la nature exacte de ses études, mais j'imagine qu'il a fait au moins l'école communale. Et donc quand il dit que 500 millions d'euros multipliés par 20, ça fait 10 milliards de travaux. C'est bien effectivement sur 10 milliards de travaux qu'une réduction de 5 points de TVA donne 500 millions d'efforts nationaux. Je veux dire, c'est inattaquable. Et vous avez effectivement confondu, pour le comprendre, le coût d'un logement comme si, effectivement, cet effort était entièrement consacré aux travaux qui bénéficieront là d'une amélioration de 5% sur leur volume et non pas de 100% comme c'était fait. Bon, enfin, je dis voilà, c'est un effort en tout cas extrêmement important, à vocation économique, à vocation donc sociale, puisque ça permettra aux gens d'avoir moins de charges pour leur chauffage notamment, et donc je crois que tout le monde se réjouit. Après, on peut s'amuser à faire des calculs, mais le raisonnement du ministre était implacable. Merci. Monsieur Goy, la parole.
Oui, merci. Je soulignais aussi la cohérence de l'action gouvernementale parce que, en dehors de cette baisse de TVA, il y a depuis fin juin des interventions de l'ANA bien supérieures à ce qu'elles étaient précédemment, à la fois en taux d'intervention et en volume global, qui vont permettre effectivement d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. C'est sans précédent les aides de l'ANA depuis début juillet. Donc ça complète, si je puis dire, cette baisse de TVA. Merci. Donc je vais mettre aux voix. Ah, pardonnez-moi, M. Carré. Oui, puis après on y va. Simplement pour rajouter que moi je trouve le ministre très optimiste quant à l'effet que cela va avoir. 10 milliards de travaux sur des rénovations dont le coût est approximativement entre 10 000 € et 20 000 €. Là je parle de la facture finale de la de la rénovation. On est sur 500 000 à 1 million de mises en chantier par an, enfin pas de mise en chantier mais de travaux de rénovation par an. Ça serait une multiplication fantastique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, l'objectif, et c'est peut-être une bonne nouvelle pour les finances publiques, l'objectif et l'impact de la mesure, comme je partage ce qui a pu être dit un peu partout, que ce n'est pas l'élément qui va être déterminant sur la décision de celui qui engage les travaux, je ne suis pas sûr qu'on ait l'impact et le dynamisme espéré. Et c'est bien une mesure qui, certes, favorise les consommateurs, mais surtout permet aux entreprises d'éviter que ces travaux soient faits dans du travail dissimulé, comme on dit maintenant pudiquement. Je pense que c'est ça le principal impact et que c'est quelque chose de très important et c'est la raison pour laquelle nous soutenons cet amendement. Merci. Donc on va passer au vote. Je sollicite votre attention un instant. On va commencer le vote par le sous-amendement 1103 qui avait été défendu par M. Fromentin. Avis défavorable commission et gouvernement. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Puis au vote sur le sous-amendement 1102, même avis, qui est pour, contre, il est rejeté. Nous votons maintenant sur l'amendement de la commission, qui est pour, contre, il est adopté. Et l'amendement de M. Fromentin, qui était soumis à discussion commune, tombe. Alors nous en venons maintenant à une autre série. Le 124 est défendu. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Défavorable. Défavorable, monsieur le ministre. Même avis, je mets aux voix qui est pour, contre, il est rejeté. Le 221 est défendu, même avis. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Juste un clin d'œil, on a vu la question des animaux de compagnie. On a là l'amendement que, dans mes services, nous appelons l'amendement croquette. Donc c'est sur la nourriture des animaux de compagnie. Défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Même avis. Donc je vais soumettre au vote cet amendement 221. Quelles sont ceux qui sont pour? Contre? Il n'est pas adopté. Nous en venons à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. L'amendement 281. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. La Commission a approuvé cet amendement je crois, à une très large majorité, peut-être même à l'unanimité, je n'en suis pas sûr, donc laissons tomber. Cet amendement prévoit le passage au taux normal de TVA pour les amendements. Alors les amendements, cette fois au sens amendement pour la terre, en sens engrais, fertilisant, le soufre et le cuivre, ainsi que pour les engrais amendements calcaires non bio. L'effet est neutre pour les agriculteurs. Je tiens tout de suite à le préciser puisque la TVA est déductible. Il est même prévu d'apporter une disposition pour ceux qui seraient au forfait, comme on dit. Et donc l'effet est neutre pour les professionnels. Il s'agit là de des autres utilisateurs de ce type d'amendement. Je crois que c'était également un sujet qui a été assez souvent évoqué, qui a bien sûr une petite vertu de rendement, puisque l'honnêteté me commande de vous dire qu'il rapporterait entre 15 et 20 millions d'euros, et une vertu également environnementale, puisqu'il appelle à la modération dans l'utilisation de ces amendements.
je ne vais pas faire d'autres jeux de mots, mais la modération sur les amendements, ça pourrait être aussi vertueux dans cet hémicycle. Merci, monsieur le rapporteur. Dans cette discussion commune, il y a aussi l'amendement 631, monsieur de Rugy. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est très convergent avec ce que vient de dire le rapporteur. Il s'agit en fait d'harmoniser un petit peu la question de la TVA avec ce qui a été dit lors de la conférence environnementale, et donc très clairement de considérer qu'il n'y a pas de raison d'avoir un taux de TVA réduit pour des engrais, sauf lorsqu'il s'agit bien sûr de produits labellisés et utilisés sous des méthodes de production d'agriculture biologique. Merci, monsieur de Rugy. Donc, sur l'amendement 281, évidemment, il y a un avis favorable de la Commission. Sur le 631, monsieur le rapporteur. Il est proche de l'amendement que je viens de présenter à l'instant. Je suggère plutôt à nos collègues de se rallier à l'amendement de la Commission et préférer son retrait, à défaut, un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Le gouvernement est favorable à l'amendement de M. Eckert pour les mêmes raisons que celles qu'a évoquées M. Eckert lui-même en défendant son amendement. Nous sommes favorables à ce que M. de Rugy, compte tenu du fait que son amendement est satisfait par celui de M. Eckert, retire son amendement s'il y a convenance. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Le Fur. Moi, je ne partage pas l'avis de notre rapporteur général, non pas parce que j'ai, comme peut-être un certain nombre d'entre vous, un potager que j'essaie d'entretenir, mais il n'y en a peut-être pas tellement, même dans le groupe écologiste. Si. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne faut pas voir les choses de manière pointilliste. C'est que ces augmentations de TVA, c'est la mise en cause d'un genre de vie familial, dans une maison, dans des secteurs urbains où se sont installés un certain nombre de nos compatriotes, ouvriers, employés, gens modestes. Ils ont le grand tort d'acheter des produits agricoles, ils vont apprendre, et il faut le dire, que la TVA va augmenter, des produits horticoles. C'est l'amendement que je n'ai pas pu défendre tout à l'heure pour les raisons, je n'ai pas pu développer la défense tout à l'heure pour les raisons que je présidais. Donc ils vont avoir une TVA qui augmente. Ils ont le grand tort d'avoir des animaux domestiques, ils vont avoir une TVA qui augmente. Ils ont le grand tort d'avoir un potager et d'essayer de l'entretenir correctement, la TVA augmente. Non, je veux dire que les choses soient bien claires. Vous dessinez une société que vous ne voulez plus et une autre que vous souhaitez. Il se trouve que ceux qui achètent des œuvres d'art à l'étranger, eux, ont l'heure de plaire à un certain nombre de législateurs ici rassemblés. Moi, je dis, et je voudrais que tout ça soit mis un peu en cohérence, il y a la volonté implicite et parfois même explicite, quand ce propos est intellectualisé par un certain nombre de think tanks socialistes d'ailleurs, la volonté implicite, parfois même explicite, de s'en prendre à un mode de vie, auquel aspirent nos concitoyens. La famille, elle fait l'unanimité quand on interroge les gens. La vie dans une maison à soi, où on peut entretenir un chez soi, elle fait aussi l'unanimité. Et tout ça par des procédés divers et variés, et pas abordés de front, pas attaqués de front. Vous êtes plus subtil, mais de fait contestés. Et je voudrais, à l'occasion de cet amendement, dire qu'il y a une véritable cohérence dans la démarche socialiste. Merci, monsieur Le Fur. Monsieur le ministre, vous souhaitez réagir. Monsieur le député Le Fur, j'ai un potager, des animaux domestiques et une famille. Et bon, donc par conséquent, je suis comme vous, attaché à la qualité de mes légumes, à la quiétude de mes animaux domestiques et au bonheur de ma famille. Et vous avez oublié dans votre démonstration un élément, c'est qu'il y a dans le complot que vous décrivez, qui viserait à s'attaquer simultanément aux potagers, aux familles, aux animaux domestiques, le complot a une dimension internationale, puisqu'il y a aussi la Commission européenne, vous avez oublié de la citer, qui est l'un des acteurs extrêmement dynamiques du complot, puisque la Commission européenne nous impose de respecter un certain nombre de règles d'eurocompatibilité concernant la TVA applicable à la vente d'animaux de compagnie. C'est dire à quel point il y a des vents contraires
qui s'attaquent au modèle auquel vous tenez. Franchement, Monsieur Le Fur, si nous présentons ces amendements, c'est avec des préoccupations très différentes de celles que vous évoquez là. Mais non, il n'y a pas de cohérence. Là, franchement, il y a plus un fantasme dans votre esprit qu'une cohérence funeste et comploteuse dans notre politique. La réalité, c'est quoi, Monsieur Mariton? Pourquoi vous êtes désagréable alors que je mets tant d'énergie à être toujours avec vous, disponible, à l'écoute, sympathique, disponible pour faire en sorte que tous les arguments que vous développez avec l'esprit de précision et de finesse qui vous caractérise soient systématiquement évalués comme il convient dans notre hémicycle? Je ne mérite pas ce propos désagréable de votre part alors qu'il y a entre nous depuis le début de ce débat tant d'amitié. Tant d'amitié. Donc, Monsieur Le Fur, Monsieur Le Fur, sur les dispositions que nous prenons à caractère fiscal sur les engrais, nous les prenons simplement avec des préoccupations environnementales pour lutter contre des niches fiscales anti-écologiques et nous le faisons, je le dis à l'élu d'un département très agricole, avec le souci de faire en sorte que ces mesures ne soient pas une difficulté pour les agriculteurs dont nous sommes sensibles aux problèmes économiques multiples auxquels ils peuvent être confrontés. Deux, pour ce qui concerne les animaux de compagnie, j'ai expliqué la dimension d'euro-compatibilité. Il y a une cohérence dans ces amendements qui visent à faire en sorte que nous inscrivions notre pays à la faveur des dispositions fiscales que nous prenons dans le développement durable. C'est ça qui nous inspire et rien d'autre. Je voudrais vraiment que vous soyez totalement rassurés et que vous puissiez en toute quiétude voter cet excellent amendement. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais simplement dire à notre collègue Le Fur que je lui ai épargné tout à l'heure bien des désagréments. Monsieur Le Fur, quand vous avez défendu de façon très lapidaire, puisque vous étiez au perchoir, l'amendement 124, je l'ai également repoussé de façon aussi lapidaire que vous l'aviez défendu, mais si vous l'aviez défendu avec la fougue qui vous est coutumière, vous auriez entendu dire le rapporteur général qui là aurait joué son rôle habituel de greffier, c'est le cas de le dire, quand on parle des chats, que l'amendement, s'il avait été adopté, votre amendement, il aurait eu pour effet de passer le taux actuel de 7 qui va passer à 10 sur les animaux de compagnie à 20, Monsieur Le Fur. Donc j'attire votre attention. Je pense que là, vous auriez eu sur le dos un certain nombre d'animaux, pas forcément si domestiques que ça, puisque si nous avions adopté votre amendement tout à l'heure, si vous l'aviez adopté, vous passiez au taux normal tout ce qui concerne les animaux domestiques. Donc je vous ai rendu, je crois, un grand service. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur de Rugy. Merci Monsieur le Président. J'imagine que je suis un des représentants du lobby, du complot, que sais-je encore, qui veut à la fois détruire les familles, les campagnes et tout ce qui va avec. Alors, Monsieur Le Fur, on est obligé, moi aussi, je pourrais parler comme le ministre qui avait dit qu'il avait essayé d'être aimable et d'être sympathique. Vous savez qu'il nous est arrivé d'avoir des échanges sympathiques sur d'autres sujets que celui-là, mais je connais votre obsession à défendre les engrais, les cultures intensives et même donc dans les jardins, si je comprends bien. Et je voudrais vous dire que moi, justement, c'est au sein de la famille que j'ai appris à jardiner avec mon grand-père. Et je pensais que vous alliez défendre ça, Monsieur Le Fur. C'est que lui m'avait appris qu'il n'y avait pas de meilleur engrais que le fumier de la ferme d'à côté, voyez-vous. Donc je pensais que vous alliez défendre ça plutôt que les produits chimiques qu'on achète chez Jardiland le dimanche de préférence. Mais je croyais que vous étiez contre le commerce le dimanche. Donc franchement, Monsieur Le Fur, arrêtez avec vos histoires où vous voyez à travers un amendement de bon sens qui cherche simplement à orienter la consommation dans le bon sens, à voir là des complots écologiques ou socialistes ou que sais-je encore contre plein d'autres sujets. Et je précise au passage, Monsieur le Président, que je retire l'amendement que nous avions déposé puisqu'il est satisfait par l'amendement du rapporteur. Monsieur Le Fur, allez, un dernier mot et on va voter. Je constate que merci Monsieur le Président. Je constate que mon propos irrite parce que je crois qu'il révèle une cohérence interne à votre logique. C'est très vrai.
c'est un peu toujours les mêmes qui prennent objectivement. Hein. J'aurais pu évoquer d'autres sujets. Il se trouve que sur l'eau qui est bien élémentaire, voilà, on s'en prend également aux consommateurs, etc. Donc, je n'insiste pas. Simplement, comme souvent et comme l'histoire nous l'a démontré, la fiscalité, c'est aussi une hiérarchisation des thèmes et c'est aussi des modèles implicites. Et de fait, ils existent, ils sont apparents et je me suis efforcé de les mettre en apparence, les modèles que vous développez. Merci Monsieur Le Fur. Donc nous allons voter sur l'amendement 281 puisque le 631 a été retiré. Sur le 281, quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Nous en venons à l'amendement 641. Le 641 est tombé, pardon. Le 716, qui le défend? Personne ne le défend? Si. Ah bon, Monsieur Laurent, pardon. Je vais me dévouer. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement vise à proposer un taux d'effort réduit de la TVA pour les ménages modestes qui réaliseraient une opération d'accession sociale à la propriété. Je rappelle qu'il y avait un dispositif analogue qui avait été mis en place lors du pass foncier et qui a été abrogé en 2010. Et la proposition, Monsieur le Ministre, qui vous est proposée à l'initiative de notre collègue Daniel Goldberg est d'expérimenter un montage propre entre l'acquisition du terrain qui serait porté par un établissement public foncier, par exemple en Île-de-France, avec une propriété donc différée au niveau du terrain, les personnes qui accèdent à la propriété devenant sociétaires d'une société sur la construction et la réalisation de la construction à proprement parler. Donc l'établissement foncier ferait l'acquisition de l'emprise foncière, conclurait un bail à construction avec une société civile coopérative, celle-ci serait propriétaire du bâti, les ménages souhaitant devenir propriétaires deviendraient sociétaires et ce dispositif serait adossé à également la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM. Je pense que c'est une bonne expérimentation à mettre en œuvre qui est proposé et qui permettrait de renouer avec un dispositif qui avait produit des effets positifs à l'époque du pass foncier et qui malheureusement a été abrogé en 2010. Merci Monsieur Laurent. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, je remercie notre collègue de sa présentation très précise d'un sujet très complexe. Je crois qu'il pourra le reconnaître, mais sa présentation a été effectivement extrêmement précise. Moi, je n'ai pas de chiffrage, malgré tous mes efforts, et ceux de mes collaborateurs, pour envisager quelle serait l'ampleur de votre amendement. Mais je voudrais vous faire remarquer que le paquet, si j'ose dire, logement social est déjà très conséquent. Il y a tout un tas de dispositions, nous en examinerons encore certainement d'autres, pour favoriser la construction et le développement du logement social, je ne vais pas vous les rappeler, mais au moins la question de la TVA qui a été adoptée tout à l'heure. Et donc, je vous proposerai quand même de retirer cet amendement ou à défaut d'y être, j'y serai en tout cas défavorable. Merci Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Bien, je ne conteste pas l'intérêt de cet amendement, la question qu'il pose. Les propositions qu'il formule peuvent revêtir un intérêt dans le cadre de la volonté qui est la nôtre d'accompagner la dynamisation de la politique en faveur du logement, notamment dans les zones tendues. Mais comme vous le savez, nous avons pris beaucoup de dispositions en loi de finances en faveur du logement, un taux réduit de TVA sur la construction de logements sociaux avec une extension aux petites réparations, un régime des plus-values immobilières qui est destiné à libérer du foncier et à mettre sur le marché des logements, qui est également un dispositif ambitieux. Vous avez vu que nous mettons en place des dispositifs de TVA particuliers pour l'accompagnement des investisseurs institutionnels dans le domaine du logement intermédiaire. Et je pourrais comme ça égrener l'ensemble des mesures que nous prenons, dont le rapporteur général vient d'expliquer à quel point elles étaient significatives en nombre et coûteuses.
Par ailleurs, monsieur le député, cet amendement est un amendement dont on ne peut pas nier qu'il engendre une nouvelle dépense fiscale, sans que nous ayons préalablement pris le temps d'en débattre, sans que nous ne disposions de véritables études d'impact pour mesurer quel serait l'effet des mesures que vous proposez de financer. Donc, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de retirer cet amendement et que nous puissions, avec le député Goldberg, vous-même, ceux qui sont signataires de cet amendement, que nous puissions poursuivre dans le cadre de nos bonnes relations, la réflexion sur ce sujet. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Juste un mot, Monsieur le Ministre, parce qu'à plusieurs reprises, répondant à des amendements, vous avez fait un panégyrique de la politique du logement du gouvernement. Moi, je voudrais juste vous donner un chiffre, qui est le suivant. Cette année, en 2013, très certainement, les constructions de logements neufs vont passer sous la barre des 300 000. Ça ne s'était jamais produit depuis plusieurs décennies, sous les 300 000. Sous les 300 000. Et c'est absolument dramatique. Je ne rappelle pas la promesse du président Hollande qui était de remonter la construction à 500 000. Au sein de ces 300 000 constructions neuves, le logement social également va être très très loin des objectifs. Parce qu'une partie du logement social, chacun le sait, est liée aux opérations privées. Et donc, ce marasme entraîne tous les segments du logement. Ce qui me paraît gravissime, c'est qu'on n'a aucun espoir pour 2014. C'est-à-dire qu'avec tout un ensemble de textes, parce qu'il n'y a pas que les finances, Monsieur le Ministre, il n'y a pas que les subventions, il n'y a pas que les mesures fiscales, il y a la réglementation, il y a l'hyper-réglementation. Et donc, tout un ensemble de textes ont été votés qui font qu'il est maintenant quasiment certain que les mises en chantier seront également inférieures à 300 000 l'an prochain. 2 années de suite en dessous de 300 000, c'est dramatique pour le pays. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois en moins. Ce sont en zone tendue alors qu'il y a des besoins des Français qui ne seront pas logés. Et donc, moi, je ne vois vraiment pas comment on peut se flatter, comme vous l'avez fait, d'une politique du logement qui réussirait. Aujourd'hui, malheureusement, on est plutôt dans un constat d'échec. Monsieur Carrez a demandé la parole d'abord. Carré, pardon. Oui, simplement pour aller dans le sens de ce que dit Gilles Carrez, il a établi un panorama assez exact. Et une des raisons qui me paraît importante, c'est que tous les dispositifs qui ont été mis en place, ceux qui existaient d'ailleurs aussi auparavant, aujourd'hui, sur le terrain, représentent chacun des pièces du puzzle, mais la conjoncture, la confiance, un certain nombre d'éléments ayant disparu, ces pièces de puzzle ne s'emboîtent pas. Vous avez dit un certain nombre de choses sur le foncier, on y reviendra dans les discussions. Ceci étant dit, pour porter le foncier, il faut déjà pouvoir l'acheter, le porter, développer une offre, et c'est ce que propose cet amendement. Donc, ce que je crois, c'est que le raisonnement sur la dépense fiscale que l'on a tenu, par exemple, tout à l'heure sur l'amélioration des logements, on peut facilement estimer qu'elle est très largement surévaluée aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que les logements qui sont proposés d'être construits grâce à cet amendement sont des logements qui ne se produiront pas. On n'est pas dans une logique où, par opportunisme, on aurait un effet de TVA et donc une dépense fiscale immédiatement avérée. On est sur une activité qui ne se produit pas, une expérimentation qui est posée, qui n'est pas complètement nouvelle, mais qui renoue avec des traditions qui ont bien marché il y a quelques décennies et qui aujourd'hui sont un peu embolisées et que l'amendement, le mécanisme permet de dénouer. Ça s'adresse en plus à une population qui nous est chère à tous, qui sont des primo-accédants, plutôt des classes moyennes inférieures et qui cherchent à accéder à la propriété et à libérer aussi des places dans le parc public, donc dans le parcours ascendant résidentiel qui, je crois, aujourd'hui fait l'objet d'un grand consensus dans cet hémicycle. Donc, personnellement, je trouve que donner le signe, certes que ça va être étudié, mais dans un certain temps, etc., est quelque chose qui ne va pas complètement dans le bon sens. Ça améliorerait l'articulation entre toute une série de dispositifs, encore une fois, qui sont déjà sur la table et que vous avez, à juste titre, souligné.
c'est un élément, un chaînon manquant qui est très intéressant, je trouve, et à explorer rapidement. On a une lecture au Sénat, il y en aura une probablement ici. Si entre-temps l'autorisation pouvait être donnée après avoir vérifié les chiffrages, que ça ne va pas considérablement écorner les finances publiques, je pense que ça vaudrait le coup de laisser l'expérimentation se développer. Merci Monsieur Carré. Monsieur Bertrand. Merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur les propos de Gilles Carrez en disant que là, je pense que la situation sera pire encore l'an prochain à cause de la loi Duflot. Parce que nous sommes là avec les éléments que vient de dessiner Gilles Carrez en fonction d'une tendance qui est une tendance mauvaise depuis maintenant 18 mois. Et vous le savez pertinemment, quelles que soient les circonscriptions dans lesquelles vous avez été élu, vous savez qu'en ce moment, c'est une véritable catastrophe économique et sociale qui est en train de se passer sur la question du logement. Mais la loi Duflot a introduit une nouvelle dimension. C'est la perte de confiance des acteurs économiques. Le déséquilibre dans les rapports entre les locataires et les propriétaires font que ces acteurs économiques dont on a absolument besoin, soit pour relancer le logement, soit pour soutenir le logement, cette confiance n'est plus là du tout. D'ailleurs, la question que je me pose, et je ne sais pas si Monsieur le ministre pourriez me répondre, mais comme vous êtes aussi en train de vous rendre compte de ce qui va se passer avec la loi Duflot, mais comme vous n'avez pas pu empêcher Madame Duflot, parce qu'elle pèse politiquement au sein de la majorité de déposer son texte, quand est-ce que le texte viendra en deuxième lecture à l'Assemblée nationale? Viendra avant les municipales ou après les élections municipales? Une question que je vous pose, parce que je sais pertinemment que c'est une catastrophe supplémentaire qui se présente qu'on ne peut pas se permettre, et nous sommes dans l'opposition, mais nous avons, nous, tout intérêt à ce que la construction de logement et que le logement se maintienne au meilleur niveau, parce que ça évitera au chômage d'atteindre des sommets qu'on est en train déjà de connaître aujourd'hui. Merci Monsieur Bertrand. Monsieur Laurent. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vais répondre tout à la fois à Monsieur Bertrand, Monsieur Carrez, et puis à la proposition du ministre. La tendance que l'on constate ne date pas de 18 mois. Elle était à l'œuvre déjà depuis un temps plus important sur la décrue de la construction et du travail qui est réalisé en faveur de ce secteur. Les propositions qui ont été faites et votées par le Parlement en ce qui concerne le dispositif pour mobiliser le foncier public avec une décote supplémentaire afin de soutenir l'activité et de développer l'offre de logement a été votée. Ça commence à se mettre en place. Le ministre a eu l'occasion d'en parler en commission. Deuxièmement, les ordonnances sur les recours abusifs ont été publiées. C'est un élément très important qui est un frein aujourd'hui à la construction et que nous constatons de façon très large et au-delà des bancs de la majorité. La construction, les aides qui sont proposées dans cette proposition de loi de finances sur l'aide à la construction, l'aide à la rénovation, l'aide qu'on vient de voter sur la rénovation thermique, l'aide par une baisse de la TVA au taux réduit pour l'accession sociale à la propriété des familles à revenus modestes vont contribuer à relancer l'activité dans un secteur qui en a naturellement bien besoin et nous travaillons en ce sens au travers de ce projet de loi de finances. Alors concrètement, la proposition que nous avons faite, il ne faut pas oublier, d'ailleurs Monsieur Carré l'a reconnu, il y a eu un dispositif qui a été interrompu. Et l'intérêt du dispositif proposé notamment par Daniel Goldberg, moi-même et d'autres députés, c'est de distinguer, de séparer le temps de l'acquisition de la construction pour des accédants à la propriété du temps de l'acquisition du foncier, par un dispositif à expérimenter. Dans ces conditions, l'idée qu'il y ait un travail qui soit fait pour finaliser les choses proposées par le ministre me conduit à accepter sa proposition pour qu'on puisse y travailler rapidement, je le souhaite, et que ça revienne peut-être d'ici la fin de l'examen de la loi de finances, afin d'évaluer le coût de cette mesure qui serait dans un premier temps une expérimentation sur l'une des zones les plus tendues, celle de l'Île-de-France. Merci Monsieur Laurent. Monsieur Goua. Oui, merci. Je voudrais quand même replacer dans le contexte. Effectivement, il y a une chute de la construction de logements sociaux, mais c'est dû aux mesures prises par l'ancien gouvernement.